Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 17 décembre 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si le contenu que je propose tu l'apprécies, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo, surtout abonne-toi pour avoir mes nouveaux contenus. Ceci étant dit, et surtout j'oublie de dire, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Ceci étant dit, passons à l'analyse du calendrier économique de cette semaine. Alors, le calendrier économique de cette semaine, avec des chiffres hyper importants que nous avons eu hier, c'est les chiffres de l'emploi américain. Alors, les chiffres de l'emploi américain, c'est assez spécifique en cette fin d'année parce que, pour rappel, on a eu le shutdown américain pendant un moment de cette année. Et du coup, ben, le gouvernement américain a décidé de nous balancer les chiffres du NFP de octobre et de novembre d'un seul coup, en sachant que les chiffres de octobre, il n'y avait pas de consensus, et en sachant que pour les chiffres de novembre, il y avait un consensus ici. Donc c'est assez bizarre. Apparition le mardi, donc on pouvait s'attendre à des chiffres de l'emploi assez désastreux, hein, parce que si les chiffres sont bons, on les montre, mais là le fait qu'on ait attendu un petit peu, voilà. Donc mauvais chiffre, on va dire sur NFP d'octobre, NFP de novembre, on va dire conforme au consensus, et surtout la très mauvaise nouvelle, c'est le chiffre du taux de chômage américain qui est à son plus haut, d'après ce que j'ai vu, depuis 2021. Donc ça, pour le coup, c'est de très mauvais chiffres. Donc ça veut dire que l'économie américaine est au ralenti. On a un marché de l'emploi qui ralentit. Donc ça implique des risques de récession. Mais pour les marchés à risque, qui sont les actions, les S&P 500, etc., ben, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on a baissé les taux d'intérêt, on a un marché de l'emploi qui ralentit, donc ça pourrait impliquer, on a aussi la fin d'un QT, donc ça pourrait impliquer que pour booster l'économie américaine, ben, que la Fed soit obligée à un moment ou à un autre d'injecter des liquidités. Et d'ailleurs, suite au FOMC qu'on a eu la semaine dernière, on a déjà commencé un petit peu ce processus avec l'achat de 40 milliards d'obligations américaines. Voilà, c'est tout petit. On voit aussi qu'il y a les repos qui commencent à avoir des sommes apparaître sur les reverse repos. Donc tout ça, on va dire que petit à petit, on va dire, on prépare, on va dire entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais une impression monétaire. Donc on va dire ralentissement du marché du travail américain, le PIB, je sais pas si on a les chiffres du PIB ou pas, mais ça serait intéressant de regarder. Ah, il est ici. Donc là, on peut voir un PIB au 3,8, donc en augmentation, donc ralentissement du marché du travail, mais un produit intérieur brut qui continue d'augmenter. Euh, voilà, donc il y aura un arbitrage à faire auprès de la Fed, mais moi je pense qu'à un moment ou à un autre, en 2026, il faudra activer la planche à billets pour relancer un peu tout ça. Si on poursuit sur les datas économiques importantes, donc on aura la semaine prochaine le CPI, donc l'inflation qui devrait rester, qui devrait stagner tout simplement, rester le même. Euh, Juste pour indication, Truflation, donc qui est un organisme à part qui fait eux-mêmes leur propre indice d'inflation. Eux, ils sont plutôt à 2,60, le gouvernement est à 3. Donc ça voudrait dire que voilà, bon, on n'est pas trop loin de la vérité. Donc inflation qui stagne, produit intérieur brut qui augmente, baisse du marché de l'emploi, tout ça pourrait impliquer éventuellement si le produit, le PIB ralentit un petit peu, peut-être un risque de récession, donc qui pourrait lancer la fête dans un cul. Autre chose aussi qui met de la pression à la vente sur le marché, donc c'est le marché japonais. Le marché japonais qui... Alors, il faut savoir que le Japon prête de l'argent à beaucoup de monde dans le monde, si je peux dire ça ainsi. Donc, le fait que le Japon augmente, la Banque du Japon augmente ses taux d'intérêt, ben, ça implique que des intérêts beaucoup plus bas à supporter, notamment sur le marché américain. Et de plus, les Japonais, la banque japonaise a annoncé aussi également la vente massive de TF américains. Donc tout ça mis bout à bout, donc là on passe sur l'analyse graphique, tout ça mis bout à bout, fait qu'on a eu cette chambre baissière dans courant cette semaine, c'est-à-dire je crois que c'était lundi ou mardi. Bon voilà ici.
Donc ça, le marché l'a pricé directement, en sachant que l'augmentation des taux d'intérêt au Japon a été pricée depuis pas mal de temps. Donc ça, le marché est déjà au courant. Maintenant, si on passe exclusivement à l'analyse graphique, donc là on avait un plus bas hebdo qui que le marché est déclenché. Donc là ici, une réaction on va dire assez mitigée pour le moment, hein. Donc ça, on peut l'enlever. Pour moi, tant que le S&P 500 garde son FVG daily ici sur cette impulsion, donc même on peut même l'étendre jusqu'à ici, hein. Mais pour le moment, je vais prendre que ces deux bougies-là. Tant que le S&P 500 maintient cette impulsion, pour moi, il n'y a pas de problème. On va aller chercher pour moi le plus haut avec après ici ce qui est un peu, comment dire, qui peut prêter un peu, on va dire, qui peut nous faire un petit peu peur, c'est le fait qu'on est venu prendre ce sommet avant de se retourner, un sommet, deux sommets, mais pas la TH. Donc là, ça fait un peu style M-top, mais justement, le fait qu'on laisse la TH, ça peut présager qu'on viendra retravailler ici la TH tôt ou tard. Donc là, le marché est venu prendre une respiration et éventuellement retravailler cette imbalance et par la suite aller chercher plus haut. Ce qui me, comment on dit, qui me donne ce biais-là également, c'est quand je regarde un peu l'order book. Donc là, ici, donc là, on est en weekly. Donc là, on peut voir que sur la heatmap, on a pas mal d'ordres au-dessus des 6867. Donc jusqu'à les 6876. On a aussi pas mal d'ordres aux alentours des 6000, presque 6890 ici. Donc il y a pas mal d'ordres en haut. Et quand on regarde en bas, ben, on va dire que c'est un peu moins rouge, ouais, hormis peut-être ici, les petites zones ici qu'on pourrait retravailler avant d'aller plus haut. Donc c'est pour ça que moi, donc là on voit que l'imbalance, pourquoi je regarde les imbalances? Ben, parce que tout simplement on peut voir que là les imbalances, il y a des gros ordres d'achat ici et qu'à un moment donné, il faut que le marché vienne contrebalancer ça. Et c'est ce que je pense que le S&P est en train de faire un petit peu en ce moment, c'est-à-dire travailler cette zone pour pouvoir exécuter pas mal d'ordres. Et à un moment donné, et puis on peut voir qu'ici il y a des ordres, il y a pas mal d'ordres ici, hein, ici dans l'imbalance. Donc ça, il faut que le marché vienne l'exécuter. Et le fait qu'on vienne chercher cette imbalance m'invite à penser que voilà, on vient chercher la liquidité ici pour ensuite la redistribuer ici sur ces ordres ici de vente. Donc là, on peut voir qu'il y en a pas mal. Et voilà, jusqu'à la TH, il y en a pas mal. Mais avant cela, on va venir prendre la liquidité ici. Et après, bah, les autres ordres, on va dire de plus bas sont beaucoup plus bas. Donc éventuellement, peut-être le marché peut venir retravailler ici si on veut vraiment fermer toute l'imbalance. Mais là, quand on regarde un petit peu l'heatmap, la bookmap, on peut voir que voilà, en fait, on a un cluster ici et que par la suite, on va aller chercher à distribuer plus haut. Donc c'est pour ça que moi, pour moi, mon billet reste haussier et que éventuellement d'ici avant la fin de l'année, on aille chercher l'ATH, la nouvelle ATH. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le S&P 500. Maintenant, si on passe au Nasdaq, le Nasdaq est quand même assez similaire. Donc là, on peut voir que pareil, le Nasdaq travaille une balance haussière. Et en plus, il y a une imbalance baissière ici qui n'a pas été travaillée. Je suis pas parti, quoi que je pourrais regarder hein, le Nasdaq sur le bookmap. Regarder ensemble. Est-ce que c'est en weekly? Je sais pas, on va regarder ça ensemble. Que en M5, donc c'est pas intéressant pour nous. Que ici, non, c'est pas du live. Hop, on va regarder ça ici, mais je pense que ça doit être en M5 ou M15, donc rien d'intéressant. Donc là on a des ordres 26 450 intéressantes, ça veut dire qu'on pourrait prendre quelques petits points dans la journée facilement, donc on pourrait venir au-dessus ici. Donc là si je fais de l'intraday, hein, 50, on est où? Ici,
ici. Donc ouais, il y a une petite imbalance ici. Donc là, le marché serait assez chaud pour aller chercher cette zone-là. Mais voilà, donc après, moi, j'ai pas la bookmap en weekly. Mais c'est pas grave. Mais je pense que si j'arrive à choper la bookmap en weekly, on sera à peu près comme le S&P 500 avec des ordres pas mal ici, pas mal d'ordres ici à exécuter parce que tout simplement il y a un trou, on va dire, dans l'exécution des ordres ici. En fait, c'est pour ça qu'on traite pas mal les imbalances parce qu'en fait, c'est là qu'il y a des trous en fait dans l'exécution des ordres. Comme je l'ai dit ici, on voit que là, il y a eu un trou ici et ça, faut que le marché vienne contrebalancer. Ici, on va dire, c'est là où il y a le maximum d'ordre qui est exécuté. Et ici, on peut voir là, le marché est venu ici. Et ici, bah, en fait, il n'y a pas énormément d'ordre. Donc c'est pour ça que le marché est venu faire un petit pic ici, chercher la liquidité. Et je pense qu'il viendra redistribuer ici. Là, bah, justement, dans le volume profile, il n'y a rien, en fait, tout simplement. Donc là, en fait, là où le marché demande qu'à être exécuté. Donc voilà, donc pour moi, pour ces raisons-là, donc d'un point de vue technique, imbalance, on va aller chercher plus haut, retravailler cette IVG baissière ici. Donc on va venir retravailler ici. Donc ça pour moi d'un point de vue technique c'est possible. Et d'un point de vue on va dire order book, bah, on peut voir qu'il y a pas mal de trous ici dans la raquette, ici et ici. C'est pour ça qu'on traite des imbalances ou les extrémités. Parce que tout simplement bah, c'est là qu'il y a les plus grosses poches de liquidité. Donc ceci mis bout à bout pour moi je pense que le Nasdaq va aller chercher à minima les 26 150 et si jamais il arrive à s'affranchir de cette résistance, aller chercher un nouvel ATH. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Donc comme pour le S&P, mon billet reste haussier avec un nouvel ATH possiblement avant fin d'année. Et le BTC qui est un peu différent. Donc là on peut voir que le BTC il est en train de perdre son imbalance weekly. Donc la semaine dernière, je vous ai dit qu'il était important qu'on garde ça, mais là, a priori, on est en train de le perdre. Et surtout, le BTC est pris dans sa bougie du 17 novembre 2025. Ça fait un mois qu'on est dedans. Et voilà, on range. Et à un moment donné, il faudra que le BTC choisisse, entre guillemets, euh, un point de liquidité à aller chercher. Alors, c'est dommage, j'ai pas mis Lightmap Bitcoin, mais bon, à l'occasion, la prochaine fois, on pourrait regarder. Mais voilà, donc moi, pour moi, il y a énormément ici de points d'intérêt. Donc là, on a les plus bas mensuels, donc 2025, ici, et novembre 2025, et les 80 185 bah, deviendra un point d'intérêt hyper important dès lors qu'on passera en 2026, parce que ça deviendra tout simplement le plus bas de 2025. Et en 2026, bah, on va dire que ça serait plutôt pas mal qu'on vienne nettoyer cette borne avant d'aller chercher plus haut. Donc là, pour moi, une des visions du marché du BTC, pour moi, est la suivante, c'est qu'on va rester là-dedans jusqu'à fin d'année. Et une fois qu'on sera passé à l'année suivante, bah, éventuellement on viendra prendre les liquidités au sud avant de partir, ou au contraire, on viendra balayer ici, mais bon, pour le coup, le plus haut de 2025, il est là. Donc ça serait plutôt pas mal qu'on vienne chercher le plus bas de 2025 avant et qu'après on vienne chercher le plus haut de 2025, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, donc pour moi, le BTC va continuer à stagner jusqu'à la fin d'année et en début d'année prochaine, éventuellement venir prendre le plus bas et d'aller chercher les plus hauts. Alors pourquoi je partirai sur ce biais? Parce que tout simplement le fait qu'on ait perdu cette imbalance m'invite à penser que le BTC va aller chercher plus bas. De plus, le fait qu'on soit dans un range weekly depuis un mois, ben, m'invite à penser que le BTC, à un moment ou un autre, prendra le parti d'aller purger la liquidité en haut ou en bas. Donc, si jamais on purge en bas d'abord, ben, ça augmenterait les probabilités de faire un nouvel ATH l'année prochaine. Si pas, bon, on va chercher la liquidité en haut avant, c'est-à-dire le plus haut du mois dernier, ouais, tout simplement. Et bah, voilà, on viendra chercher beaucoup plus bas l'année prochaine et peut-être éventuellement que le BTC rentrera dans ce qu'on appelle un bear market.
Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager, surtout à vous abonner, je vous souhaite une bonne semaine de trading et à la semaine prochaine.